Nous organisons ce soir un débat sur la commémoration des morts à la guerre en France et au Japon au XXe siècle. Ce débat est né d'une rencontre. Une rencontre entre un chercheur français, Arnaud Nantac, ici présent, qui est chercheur au CNRS et qui réside à la Maison franco-japonaise, spécialiste de l'histoire du Japon moderne. La rencontre donc entre un chercheur français et un livre qui a été écrit par le professeur Takahashi, qui s'appelle en japonais Yasukuni Mondai, le problème de Yasukuni, un ouvrage publié en 2005 et qui a connu pour ce type de livre un succès extraordinaire au Japon avec 350 000 exemplaires vendus. Et la rencontre ensuite entre un autre historien français, et lui spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui est le professeur Stéphane Audouin-Rousseau, qui a rédigé donc la préface de ce livre. Ici, je montre, je fais passer, c'est la version française. Cette rencontre, donc, s'est faite au-delà par la distance entre la France et le Japon, et ce soir, les trois acteurs de cette rencontre sont réunis pour débattre chacun donc, de cette grande question de la commémoration des morts, à la fois du côté français et du côté japonais. Nous avons profité évidemment de ce centenaire de la Première Guerre mondiale pour organiser ce débat. Alors, je laisserai très rapidement la parole à Arnaud Nantac, qui va être le modérateur de la soirée. Je voudrais simplement remercier l'Institut français à Paris, qui a soutenu cette opération, ainsi que la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui a apporté son concours et donc qui a labellisé cet événement. Je laisserai d'ailleurs M. Audouin-Rousseau nous expliquer qu'est-ce que la mission du centenaire. Donc je passe tout de suite la parole à Arnaud Nantac. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Comme Christophe Marquet l'a expliqué, donc, je suis Arnaud Nantac, historien du Japon en poste au Centre national de la recherche scientifique. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir le professeur Audouin-Rousseau de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et le professeur Takahashi de l'Université de Tokyo. Le centenaire du début de la Première Guerre mondiale en 1914 voit se tenir à partir de cette année de nombreux événements commémoratifs en France, tout en étant l'occasion d'un retour sur l'histoire ou sur le vécu de la Grande Guerre. Ce soir, plus précisément, nous traiterons de la question de la commémoration des morts tombés à la guerre. Le professeur Audouin-Rousseau est un historien de renom, spécialiste de la Première Guerre mondiale et président du Centre international de recherche de l'historiat de la Grande Guerre. C'est un acteur connu des débats historiographiques et on peut rapidement évoquer ses ouvrages 14-18, Retrouver la guerre, qu'il a écrit avec Hélène Decker, ou Combattre une anthropologie de la guerre moderne. Le professeur Audouin-Rousseau va ce soir brosser un panorama de 100 années de la commémoration de la Première Guerre mondiale, en se concentrant notamment sur la question du retour depuis les années 1990 de la Grande Guerre en France. Cette intervention sera suivie par un commentaire du professeur Takahashi à propos des situations françaises et japonaises, puis par un débat entre les deux intervenants au sujet des formes prises par la commémoration au Japon et en France. Nous pourrons ainsi analyser l'évolution du sens qu'ont revêtu les morts à la guerre dans nos États-nations contemporains et essayer de comprendre comment la France et le Japon saisissent les guerres passées. Le professeur Takahashi, spécialiste de philosophie, notamment de Jacques Derrida, est un acteur connu des débats japonais. Il a publié, comme Christophe Marquet l'a expliqué tout à l'heure, en 2005, un important ouvrage sur le sanctuaire Yasukuni de commémoration des morts japonais à la guerre, que j'ai traduit vers le français et dont la préface française a été assurée par le professeur Audouin-Rousseau. Enfin, on peut souligner que la question du sens de ces commémorations patriotiques se pose aujourd'hui plus que jamais, à cause d'un changement de contexte national français avec la disparition du dernier soldat survivant, comme cela a pu être le cas après la défaite japonaise de 1945 pour les commémorations militaires japonaises. La discussion de ce soir sera donc d'autant plus pertinente et importante. Je cède donc la parole, sans attendre plus, au professeur Audouin-Rousseau. Merci.
Merci beaucoup, Arnaud. Je voudrais tout d'abord, pour commencer, exprimer mes remerciements à la Maison franco-japonaise et à son directeur pour l'honneur qui m'est fait de donner cette conférence devant vous ce soir sur la suggestion d'Arnaud Nanta. Merci particulièrement, qui va ensuite animer notre débat. Remercie aussi le professeur Takahashi. Il a été rappelé, j'ai le plaisir de préfacer la version française de son livre Les Outils. Et c'est un grand honneur pour moi que de débattre avec lui ce soir. Enfin, je me regarde d'oublier de remercier les interprètes qui ont effectué un travail vraiment précis. Donc, avant cette rencontre, afin que la traduction soit aussi satisfaisante que possible. Alors, le sujet que je vous propose a donc trait au statut de la Grande Guerre dans la France d'aujourd'hui, au titre du souvenir historique collectif du premier conflit mondial. Le centenaire du conflit, les Français écrivent centenaire avec un C majuscule, le centenaire du conflit dans lequel la France est actuellement engagée, centenaire dont je traiterai également tout à l'heure. Le centenaire du conflit est le produit de ce statut de la Grande Guerre en France, un statut que le centenaire modifiera en retour, qu'il a déjà sans doute commencé de modifier. Ce centenaire, donc, n'allait sans doute pas de soi. Il n'allait pas de soi que la Grande Guerre soit commémorée en 2014 et au cours des années suivantes, puisque le centenaire est censé s'étendre jusqu'en 1919, en 2019, voire 2020. Il n'allait pas de soi que ce centenaire soit commémoré avec une intensité dont les Français sont actuellement à la fois les spectateurs, mais parfois aussi, bien sûr, les acteurs. En fait, cette intensité que revêt le centenaire de la Grande Guerre en France ne saurait surprendre un historien du sujet, comme moi, un historien qui était alerté de longue date par toute une série de signes avant-coureurs. En particulier, signe avant-coureur parmi d'autres, le retentissement qu'a eu en France, les obsèques nationales du dernier poilu, du dernier soldat français de la Grande Guerre, Lazare Conticelli, dont vous voyez ici le portrait, qui est mort à 110 ans. Obsèques qui ont eu lieu le 17 mars 2008. Cette disparition a provoqué une émotion véritable dans le pays. Et ceci montrait, cette intensité de l'émotion montrait clairement que la Grande Guerre en France, dans sa dimension combattante en particulier, était un événement resté vivant dans le souvenir historique collectif. Vous avez ici donc à gauche Lazare Conticelli, et là, donc dans la cour d'honneur des Invalides, le corps entouré du drapeau français et accompagné de sorte par la Légion étrangère française, puisque Lazare Conticelli était italien, il s'était donc engagé au début de la guerre et il n'avait pu s'engager que dans la Légion étrangère. La ferveur en 2008, au moment de la disparition de Lazare Conticelli, cette ferveur n'allait pas de soi, là encore. Comparons avec les conflits précédents. La mort des derniers vétérans de la guerre franco-prussienne de 1870, la mort du dernier vétéran de cette guerre-là était passée inaperçue. Elle était intervenue dans les années 1950 et personne ne s'est occupé de la mort du dernier vétéran de la guerre de 1870. De même, au XIXe siècle, la mort des derniers soldats de la grande armée napoléonienne, finalement vaincue en 1815, la mort des derniers soldats napoléoniens intervenus sous la Troisième République n'avait intéressé personne. Seule la presse locale, ici ou là, avait signalé la disparition d'un vétéran de la grande armée napoléonienne, mais la grande presse n'en avait fait aucun cas, et ceci n'avait pas intéressé les Français de l'époque. Et il n'en a pas été de même pour la mort du dernier poilu, du dernier soldat connu
quelque sorte, en France, que j'oppose aux soldats inconnus enterrés en 1920. Pourquoi cette différence? Parce que, en profondeur, il me paraît très clair que l'événement 14-18 est redevenu vivant en France depuis un quart de siècle environ. Vivante, la mémoire de la Grande Guerre l'a été au plus haut point entre le début des années 20 et la fin des années 50. Rappelons que le premier acte de résistance à l'occupant allemand à Paris lors de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu le 11 novembre 1940, précisément à l'Arc de Triomphe de l'Étoile, là où se trouve enterré le soldat inconnu. Rappelons que lors de la dernière bataille de l'armée française au XXe siècle, la bataille de Dien Bien Phu en Indochine en 1954, le courrier des soldats français encerclés fait systématiquement référence à l'expérience de Verdun. Nos pères étaient à Verdun, mon père était à Verdun, nous devons faire la même chose et résister comme eux, résister comme nous. Et puis l'événement 14-18 s'est largement effacé au cours des années 1960, 1970, alors même que les vétérans de la Grande Guerre étaient encore nombreux en France dans les familles. Si bien qu'au début des années 80, et en tant qu'historien, jeune historien, c'était le début de mon travail de chercheur sur le premier conflit mondial, au début des années 80, la Grande Guerre avait déjà basculé, ou était en train de basculer, du côté de ce que j'appellerais des événements morts, morts non pas pour les spécialistes du sujet, mais pour les Français dans leur ensemble. Et puis la Grande Guerre est en quelque sorte revenue. Et en tant qu'historien du sujet, je le disais, j'ai commencé mes recherches au début des années 80, j'ai surtout été un spectateur, bien sûr beaucoup plus qu'un acteur de ce retour de l'événement 14-18 au premier rang du souvenir historique des Français. La place, le statut de la Grande Guerre aujourd'hui en France et l'importance de l'actuel centenaire sont le fruit de ce retour de la Grande Guerre entamé il y a à peu près un quart de siècle. C'est ce retour qu'il faut essayer de décrire et d'interpréter avant d'en venir au centenaire lui-même et de ce que l'on peut tenter de dire de l'avenir de l'événement 14-18 une fois que ce même centenaire sera derrière. Alors, ce processus de retour de la Grande Guerre en France, je crois que l'on peut déterminer son origine. Il date, je crois, de la fin des années 1980 et du tout début des années 1990. Et ici, il me paraît indiscutable que l'effondrement du communisme à l'est de l'Europe a joué un rôle très important. D'une part, en 1989-1991, on assiste à la disparition du dernier avatar idéologique de la Grande Guerre, car non seulement la victoire du bolchevisme en Russie était impensable sans la Grande Guerre, mais la forme même prise par la révolution bolchevique de 1917 a été étroitement tributaire de la sortie de guerre russe et de son extrême violence. D'autre part, et ceci est lié à l'effondrement de l'Empire soviétique au début de la décennie 1990, l'attention s'est de nouveau focalisée en France, et bien sûr hors de France, mais parlons ici de la France, l'attention s'est de nouveau focalisée en France sur la carte de l'Europe orientale, construite pour l'essentiel par ce qu'on appelle parfois les traités de la banlieue parisienne, les traités de 1919-1920, traités de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, de Trianon, de Neuilly, etc. Une carte, et la carte, donc, sculptée, si l'on peut dire, découpée par ces traités de l'après-guerre, cette carte éclate en mains endroits, parfois pacifiquement, c'est le cas de la Tchécoslovaquie, parfois à travers le retour de la guerre en Europe et le retour de la mort de masse, c'est évidemment le cas de l'ex-Yougoslavie. Et il faut souligner ici, plus particulièrement,
l'importance symbolique de l'interminable siège de Sarajevo, donc point de départ de la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand. Ce siège de Sarajevo et le rôle qu'a pu jouer le nom de cette ville, presque quotidiennement prononcé dans les médias, en France et en Europe occidentale, entre 1992 et 1995. Bref, il me semble qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, l'impression s'est imposée que le XXe siècle, commencé tard en 1914, était désormais achevé. Et on peut reprendre ici cette heureuse expression de court XXe siècle, donc proposée par l'historien britannique Eric Hobsbawm dans L'âge des extrêmes, donc dès 1994. Tout se passe alors comme si un cycle historique infiniment tragique pour l'Europe en particulier et pour le reste du monde également, mais pour l'Europe tout particulièrement, comme si un cycle historique tragique était désormais terminé. Mais pour expliquer ce retour de la Grande Guerre, sans lequel il n'y aurait pas de centenaire du conflit cette année, ou en tout cas pas le centenaire qui se déroule actuellement en France, pour expliquer ce retour de la Grande Guerre, quelque chose d'autre s'est produit, que je crois lié à un phénomène plus profond, et je veux parler ici du deuil. Le deuil de la mort à la guerre, porté par la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants de la génération 14, les petits-enfants des soldats du premier conflit mondial. Cette troisième génération, c'est la mienne, puisque j'avais le grand-père qui a fait la Grande Guerre, ma génération, donc arrivée à maturité, à un moment très précis, la fin du XXe siècle précisément. La Grande Guerre, j'en suis persuadé, mais cela est très difficile à démontrer, la Grande Guerre n'a pas échappé au phénomène de troisième génération, bien repéré par les disciplines de la psyché, ce phénomène de troisième génération qui caractérise le long après-coup des grandes violences de masse du XXe siècle. Et c'est ce deuil non terminé, jamais fait peut-être, ou jamais fait complètement dans le cas français. C'est ce deuil non terminé qui, je le pense, constitue le substrat du statut exceptionnel qui est celui de la Grande Guerre en France aujourd'hui. La première fois qu'il m'a semblé possible de mesurer avec quelques précision ce phénomène de retour de la Grande Guerre en France, c'est à l'occasion d'un sondage d'opinion, un sondage donc de novembre 1998, qui portait, je cite, sur les événements marquants et les personnalités du XXe siècle. Le résultat était le suivant: la Grande Guerre, dans toute une hiérarchie des événements que je vais vous indiquer, la Grande Guerre prenait la 4e place. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui était en numéro 1, suivie de la crise de mai-juin 1968 et la chute du communisme qui s'était produite une dizaine d'années auparavant. La Grande Guerre arrivait juste après, en 1904. Alors que c'était l'événement le plus éloigné dans le temps, elle devançait des événements aussi importants pour le XXe siècle et pour l'Europe que la construction européenne, la décolonisation, les chocs pétroliers des années 70, la crise de 1929, la révolution russe de 1917, qui était séparée dans ce sondage, donc il aurait fallu l'agglomérer à la Grande Guerre, et enfin la révolution iranienne de 1979. C'était déjà une belle performance pour l'événement 14-18. Mais plus intéressant encore peut-être, plus les sondés, plus les jeunes, plus l'échantillon était jeune, plus les sondés étaient jeunes, et plus la Grande Guerre remontait dans la hiérarchie événementielle du XXe siècle. Et non l'inverse, comme on aurait pu s'y attendre. Les plus jeunes, et le sondage commençait avec les 15-19 ans, première tranche, les 15-19 ans, les plus jeunes plaçaient la Première Guerre mondiale au second rang des événements les plus importants du XXe siècle. En d'autres termes, plus le temps passait, et plus l'événement 14-18 grandissait, ou si vous préférez, rajeunissait.
En tant qu'historien de la Grande Guerre, c'est dans la fin des années 90, que j'ai pris conscience, que j'ai pris pleinement conscience que la Grande Guerre revenait, ou était revenue déjà, au premier plan du souvenir historique des Français. Elle ne l'a pas quitté depuis. Et le centenaire, dans sa fausse évidence, est le résultat, le point d'arrivée de ce phénomène mémoriel, de ce phénomène de retour d'un événement dans la mémoire collective. Alors, ce centenaire, puisqu'il s'agit de cela aussi, que peut-on en dire du point de vue qui est le mien aujourd'hui? Alors, je le dis d'emblée, mon projet n'est pas d'aborder frontalement la double question de son pourquoi et de son comment. Je n'ai aucun conseil à donner, je n'en ai d'ailleurs pas donné auparavant, et de toute façon, il est maintenant trop tard pour en donner. Le centenaire est très largement joué en cette période de l'automne 2014. D'autres que moi se sont adonnés à cet exercice de proposer un centenaire et les différentes formes de commémoration, à commencer par la mission du centenaire. J'appartiens à son conseil scientifique et à son directeur général, Joseph Zimet, qui a rendu un rapport important au précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, rapport daté de septembre 2011, et une large partie du programme commémoratif du centenaire français est issue de ce rapport de 2011, malgré le changement de majorité de l'année suivante, le changement de majorité de 2012. Alors personnellement, et au risque de vous décevoir, et peut-être de vous scandaliser, je dirais qu'après 35 années de travail sur la Grande Guerre, je ne suis pas un enthousiaste du centenaire de 2014 tel qu'il s'est déroulé ou se déroule encore en France aujourd'hui. Je n'en étais pas un enthousiaste avant, je n'en suis pas un enthousiaste pendant. Alors je ne peux pas, certes, m'affranchir tout à fait de ce centenaire, j'essaie de me maintenir un peu à distance de lui, j'essaie de réfléchir d'un peu plus loin, c'est dans le travail d'un chercheur, de réfléchir d'un peu plus loin à ce qui se joue ou ne se joue pas, plus exactement, dans cette intense séquence commémorative que nous vivons actuellement en France. Et en profitant de cette opération de mise à distance personnelle, j'aimerais vous proposer quelques éléments de réflexion pour la seconde moitié de ce propos. Pour commencer, il n'est sans doute pas inutile de mesurer d'un peu près quelques-uns des obstacles spécifiques qui, d'emblée, se dressaient devant une telle commémoration. Obstacles qui n'ont pas été clairement identifiés au préalable. La tâche commémorer la Grande Guerre était en effet difficile, je crois, pour trois raisons. La première, tout d'abord, c'est le fait que le centenaire de la Grande Guerre ne pouvait s'affranchir de l'ombre portée d'une autre commémoration antérieure, le bicentenaire de la Révolution française de 1989. Bicentenaire qui fut intensément commémoré et dont le point central fut le défilé du 14 juillet 1989 sur les Champs-Élysées. Cette référence, très encombrante, poussait à la tentation mimétique, et de ce point de vue, le centenaire de la Grande Guerre met souvent ses pas dans ceux du bicentenaire de 1989. Mais il me semble, précisément, que le problème réside ici dans l'inadaptation du référent 1989 au centenaire de 2014. Pourquoi ? La Révolution française de 1789, tout le monde en sera d'accord, je crois, constitue en effet le substrat de notre vie civique et politique en France. On ne peut en rejeter le bilan sans rejeter en même temps le socle républicain de la vie politique française. Et le bicentenaire de 1989, que j'ai vécu à l'époque comme jeune historien, fut d'ailleurs à cette époque la recherche consciente d'une opération civique cohésive, ce qu'il a été, malgré les polémiques, en particulier les polémiques sur les massacres de Vendée, présentés par certains historiens comme une forme de génocide. Et 2014
apparaît au contraire comme une date chargée d'un sens très différent. La Grande Guerre est d'abord une catastrophe. Une catastrophe non seulement indiscutable, mais une catastrophe dont le bilan ne cesse de s'alourdir, aussi bien dans l'historiographie spécialisée sur le conflit, que dans la conscience collective que nous pouvons avoir de l'événement. Et donc, un problème de concept commémoratif se pose, qui ne se posait pas en 1989, ou pas de la même manière, et cette question du concept commémoratif n'a pas été résolue. La seconde difficulté de ce centenaire de la Grande Guerre a trait à l'activisme commémoratif du quinquennat précédent, celui de Nicolas Sarkozy, à l'endroit du premier conflit mondial, précisément. En effet, sur ce sujet, dès 2007, Nicolas Sarkozy a procédé à un renouvellement indiscutable de la commémoration du 11 novembre, renouvellement dont on pourrait faire l'histoire, un renouvellement qui s'est d'ailleurs accentué au fil des années. C'est ainsi que le 11 novembre 2008, la commémoration a pour la première fois lieu à Verdun, plus exactement à Douaumont, sur le grand champ de bataille de la bataille de Verdun, et où le président de la République prononce un discours assez audacieux sur les fusillés, pour exemple, en particulier. L'année suivante, le 11 novembre 2009, Angela Merkel donc, est à l'Arc de Triomphe, et à côté du président de la République, l'un et l'autre, vous voyez, portent des habits sombres de deuil. Ils font face en fait à l'orchestre qui joue les hymnes nationaux. La tombe de l'inconnu se trouve derrière eux sous l'Arc de Triomphe, et on aperçoit à droite et à gauche la présence d'un enfant français et d'un enfant allemand sur une pédagogie du 11 novembre qui s'est mise en place dès le début, dès les années 20. La présence des enfants était requise, a toujours été requise dans la commémoration française du 11 novembre. C'est la première fois que le chancelier, la chancelière en l'occurrence allemande, est à Paris ce jour-là. Schröder s'était toujours refusé à venir, et il y a là une nouveauté qui a beaucoup frappé sur le moment, notamment les journalistes français et allemands qui ont rendu compte de la cérémonie. Le 11 novembre 2011, 2 ans plus tard, on assiste à l'instauration d'une sorte de transcendance du 11 novembre par absorption de la commémoration de la mort à la guerre dans les autres conflits, dans les conflits ultérieurs ou dans les conflits en cours. C'est ainsi que depuis le 11 novembre 2011 en pratique et la loi de février 2012 en droit, le 11 novembre en France est devenu jour de commémoration de tous les soldats tombés pour la France, un peu sur le modèle du Memorial Day, donc américain. La traduction immédiate de cette innovation a été l'appel des morts, tombés en Afghanistan, devant la tombe du soldat inconnu, dès le 11 novembre 2011. Les soldats d'une armée de volontaires, une armée professionnelle tombée en Afghanistan, sont ainsi assimilés aux soldats de 1914-1918, dans la mesure où l'appel de leur nom a lieu au jour du 11 novembre, devant la tombe du soldat inconnu donc de 1920. Et c'est aussi, je rappelle, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que, je le disais tout à l'heure, le 17 mars 2008, a eu lieu l'inhumation du dernier poilu, Lazare Ponticelli, qui reçoit ce jour-là des obsèques nationales qui avaient été prévues de longue date, depuis le début des années 2000. Le pouvoir politique comptait, non sans anxiété, le nombre des poilus restants, avec l'angoisse d'en oublier un et d'organiser une commémoration alors qu'il n'aurait pas été le dernier poilu. Ainsi a eu lieu avec Lazare Ponticelli, donc je présentais l'image. Ainsi a eu lieu une sorte de panthéonisation en plein air du dernier soldat connu, le Panthéon étant ce lieu dédié aux grands hommes par la patrie reconnaissance, ce qui se trouve
au frontispice du monument. Donc, ce lieu qui reçoit ce que la nation a élu pour être enterré de manière très spécifique, eh bien, si le Lazare Ponticelli n'est pas rentré au Panthéon, en fait, ces obsèques étaient une forme de panthéonisation dans l'hommage qui lui fut rendu, extrêmement impressionnant, qui lui fut rendu donc, dans la cour des Invalides. Et du même coup, vous voyez la difficulté, il était impossible en 2014 de rééditer une cérémonie du même type. Et les projets de panthéonisation d'un grand écrivain français de la Grande Guerre, Maurice Genevoix, ont ainsi échoué. Ils ont été abandonnés. Vous voyez la difficulté. Comment rejouer à nouveau ce qui, d'une certaine manière, a déjà eu lieu? Comment rejouer ce qui a déjà été vu? À titre d'exemple, on pourrait ici remonter plus haut et comparer deux éléments. La rencontre, ici, du 3 août 1914, sur les champs de bataille des Vosges, entre François Hollande d'un côté et le président allemand Joachim Gauck. Cette rencontre, donc, où on voit les deux présidents s'étreindre au moment du dépôt de gerbes, ne pouvait égaler la puissance émotionnelle de ce main dans la main de François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl en 1984, le 22 septembre 1984, là encore à Douaumont, sur le champ de bataille de l'Eure, devant eux, les deux chefs d'État, le grand cimetière de Douaumont. Comment, après un tel geste, inventer un geste aussi puissamment émotionnel? Quand Nicolas Sarkozy a proposé en 2009 à la chancelière Angela Merkel de rééditer ce geste devant le soldat de l'inconnu, Angela Merkel a refusé. Et on voit très bien dans toute la cérémonie du 3 août entre François Hollande et Joachim Gauck, on voit très bien qu'à aucun moment l'un des deux chefs d'État n'a souhaité recommencer ce geste, mais du coup, on ne retrouve pas une gestuelle commémorative aussi émouvante que celle de 84. En fait, je crois que depuis le début du centenaire français se pose un problème de concept que l'on peut résumer dans une question simple. Que faut-il commémorer en 2014? Que fallait-il commémorer cette année? Et si cette commémoration du centenaire apparaît comme plus difficile qu'il ne semble, c'est sans doute parce que, sans nous l'avouer, nous ne savons pas exactement quoi commémorer. Et ne sachant pas le quoi commémorer, nous ne savons pas non plus le comment. Et le fait que nous ne sachions pas non plus nous avouer, nous ne savons pas exactement quoi commémorer, ne fait qu'aggraver la difficulté. Tout déni aggrave les difficultés, nous savons bien. Actuellement, la commémoration du centenaire en France, le centenaire de 2014, ne me paraît pas disposer d'un concept. Elle n'a qu'un mot d'ordre, il faut commémorer. Cette commémoration apparaît comme nécessaire, comme inévitable, mais on ne peut pas se dispenser de poser une question douloureuse, provocatrice, mais dont l'utilité est de type heuristique. Était si sûr qu'il fallait commémorer, et surtout comme cela? Le problème principal, je crois, étant que nous ne savons pas quoi faire, que nous ne savons pas comment faire avec la catastrophe initiale de notre contemporain, de la période dans laquelle, au fond, nous vivons. Un historien français, Robert Frank, historien de la Deuxième Guerre mondiale, a dit un jour que ce qui est tristement mémorable est difficilement commémorable. Et je crois que tout est là pour le faire. Il me semble que la Grande Guerre a été une catastrophe initiale pour l'Europe, pour la France. Elle fut à la fois ce que j'appellerais la première et la dernière catastrophe, pour reprendre le titre d'un livre récent de l'historien Henri Rousseau. Première et dernière catastrophe, car la France n'a jamais subi de nouveau, contrairement à d'autres pays européens, comme l'Allemagne, une seconde catastrophe de même ampleur que la Première Guerre mondiale. Cette catastrophe est une catastrophe humaine, évidemment. En France,
On compte en moyenne 900 morts par jour entre 1914 et 1918. Et sur la base de ces chiffres, on peut estimer que les 2 tiers des Français sont en deuil au sortir de la Première Guerre mondiale. Et à ce titre, le centenaire ne peut pas ne pas être funéraire. Mais précisément, on sait l'extrême difficulté qu'éprouve la République française avec le sacrament. Le principe de laïcité la prive, en effet, de la médiation du religieux pour exprimer la perte et le deuil, ou la mémoire de la perte et du deuil de masse 100 ans après. Mais dès lors, que faire en termes de rituel? Que faire en termes du souvenir de la mort et de souvenir du deuil de masse? Je crois que cette question, très difficile, n'a pas été réellement posée. N'a pas été posée non plus la question de la catastrophe inscrite par la Grande Guerre dans le champ politique européen, et cette catastrophe me paraît double. Elle tient d'une part à l'apparition des fascismes. La démonstration n'a pas besoin d'être conduite longuement. Pour ne parler que du nazisme allemand, rappelons qu'il fut une grande guerre recommencée, une grande guerre radicalisée à l'extrême sous la forme d'une guerre raciale, cette fois, à partir de 1939-1940. Cette question du nazisme, au titre de legs de la Grande Guerre, souligne en outre l'aspect discutable de tout pacifisme de principe et fragilise le tropisme pacifiste, largement impensé, qui préside au centenaire de 2014. Le second volet de la catastrophe a trait, je disais un mot tout à l'heure, a trait à la victoire du bolchevisme en Russie, bolchevisme dont la brutalité intrinsèque a été exacerbée par l'expérience de guerre et dont l'ingénierie sociale, largement éliminationniste, procède pour une très large part de l'expérience russe du premier conflit mondial. Donc, lors du centenaire, lors de ce centenaire, que faire de ce double legs? Que faire des 2 totalitarismes du XXe siècle? Et plus largement, comment commémorer le tragique de notre contemporain? Dans le rapport de Joseph Zimet, le rapport de la mission du centenaire rendu à Nicolas Sarkozy en septembre 2011, il y a une phrase malheureuse qui porte l'empreinte du bicentenaire de la Révolution française de 1980. Cette phrase est la suivante: le centenaire sera un jour de fête. Vous comprenez bien que le centenaire de la Grande Guerre ne pouvait pas être un jour de fête, qui ne devait pas l'être. Il ne l'a d'ailleurs pas été. D'autant qu'au bilan politique et idéologique de la Grande Guerre, il convient d'ajouter, je crois, 2 choses essentielles. Le fait, d'une part, que le premier conflit mondial a donné une impulsion essentielle à une dimension capitale du XXe siècle, le phénomène concentrationnaire. Le camp n'est certes pas une invention de la Première Guerre mondiale, mais sous la forme d'une ingénierie sociale nouvelle, la Première Guerre mondiale a donné au phénomène concentrationnaire une extension, une systématicité sans aucun précédent. La deuxième chose, bien sûr, c'est que la Grande Guerre correspond aussi au génocide initial du XXe siècle, celui des Arméniens au cours de l'année 1915, Arméniens dont la commémoration a été oubliée à l'origine dans le calendrier commémoratif. Heureusement, leur place, en quelque sorte, la place de cette commémoration sera rétablie l'année prochaine grâce donc à un lobbying important et des Arméniens français et l'Assemblée d'historiens ayant travaillé avec eux. Alors, comment commémorer vraiment la Grande Guerre sans évoquer ce legs terrible du conflit pour notre contemporain, ce legs qui va très au-delà des pertes de guerre elles-mêmes, comme vous le comprenez. Mais un legs, c'est là une grosse partie du problème, dont l'inventaire est loin d'avoir été établi complètement. Et un legs qui, même jusqu'ici, a été largement passé sous silence dans la commémoration. En revanche, et c'est une critique supplémentaire, il est peu discutable que le centenaire offre une belle opportunité de mise en scène des fonctions régaliennes. On le sait, les dirigeants politiques français subissent une crise très grave de médiation vers le futur et même de médiation
vers le présent. Le centenaire et la commémoration en général leur offre à ce pouvoir politique, national et parfois local, en revanche, une médiation possible vers le passé. Et en tant qu'historien, je ne peux pas ne pas regarder une telle opération avec méfiance. D'autant que me paraît pointer ici une nostalgie, sans doute sous-jacente au processus commémoratif, mais très prégnante. C'est ce que j'appellerais la nostalgie de la France parfaite. Une France capable, en 14-18, d'une tension collective inouïe, d'un sacrifice de masse sans précédent, soudée dans ce qu'on a appelé en France l'union sacrée, une France grande puissance victorieuse, grande puissance indiscutée au sortir de la guerre, indiscutée pour peu de temps, grande puissance au pied d'argile, on le sait bien aujourd'hui, mais peu de gens s'en sont aperçus au début des années 20. Cette nostalgie, on a le droit de s'en méfier. Je crois qu'il ne sert à rien de l'entretenir, tout simplement parce que cette France-là ne reviendra pas. Et je ne crois pas que le centenaire doive servir à en entretenir l'illusion d'une quelconque manière. Alors pour conclure, en 2 ou 3 minutes, peut-être faut-il nous poser une question simple et que nous avons tous en tête, en France en tout cas, dès l'instant où nous parlons de la Grande Guerre en France aujourd'hui, c'est-à-dire le futur de l'événement 14-18, le futur de cette Grande Guerre après le centenaire. Je l'ai dit, la Grande Guerre a effectué un extraordinaire retour dans la mémoire collective depuis un quart de siècle. La question que je me pose, comme historien, aussi comme citoyen, est-ce que la 3e génération, la mienne, sera en mesure de léguer la Grande Guerre à la génération suivante, celle de mes enfants, la 4e génération, voire la 5e génération, celle de mes petits-enfants. En 2008, lors des obsèques de Lazare Proticelli, dont j'ai beaucoup parlé dans cette conférence, en 2008, le président Nicolas Sarkozy avait affirmé, en concluant son discours, avait affirmé à propos des soldats français de la Grande Guerre, je le cite, « Nous ne les oublierons jamais ». C'est une phrase très belle, et ce petit mot dans cette phrase, je crois, c'est que nécessairement, elle est fausse. Quand apparaîtra l'évidente impossibilité de ce « nous ne les oublierons jamais » ? Quand un tel serment se révélera-t-il impossible à tenir? Ou, en des termes plus historiens, quand en France la Grande Guerre cessera-t-elle de véhiculer les affects puissants, les émotions qu'elle continue de porter avec elle pour basculer dans le vaste tombeau des événements morts, c'est-à-dire morts pour le plus grand nombre, comme tant de conflits avant elle. Quant au centenaire de 2014, et celui des années suivantes, si tant est que le centenaire continue vraiment à vivre dans les années qui viennent, ce centenaire favorisera-t-il le passage de témoins générationnels? Ou bien servira-t-il à notre insu? Servira-t-il le dernier adieu à la Grande Guerre? Alors, je ne répondrai pas à ces questions en fonction d'un adage, une formule que j'aime beaucoup, sur laquelle l'histoire a plus d'imagination que les historiens, mais je laisse à chacun d'entre vous le soin de répondre à cette question et je vous remercie pour la haute qualité de votre attention. Merci beaucoup.